Dans cette vidéo, je t'invite à une réflexion profonde sur quelque chose qui impacte directement nos vies, ce fameux système. Mais attends, je ne parle pas de système politique, culturel ou religieux spécifique. Je fais référence à ce qui semble être derrière tous ces systèmes, quelque chose qui influence nos comportements et nos états mentaux, comme la colère et l'anxiété. Fondamentalement, on dirait qu'on est un peu esclave des caprices de notre environnement. Ça semble un peu intense, non? Mais à mesure qu'on plonge dans la condition humaine, on réalise qu'on est fortement influencé et contrôlé par le monde qui nous entoure. Notre bonheur est souvent en équilibre, dépendant de ce qu'on tire de ce monde extérieur. Et inversement, on ressent de la tristesse quand il nous prend quelque chose. La vie des autres? Oh, ça nous touche profondément. Un compliment nous fait planer dans les nuages, tandis qu'une critique nous plonge dans la boue de la misère. Et c'est intéressant, plus on désire quelque chose, plus on est prêt à abandonner pour l'obtenir. Et d'un autre côté, plus on résiste à quelque chose, plus le prix que l'on est prêt à payer pour l'éviter est élevé. Alors, que dirais-tu de te lancer avec moi dans cette réflexion sur l'impact de ce système sur nous? Explorons les nuances de la condition humaine et, qui sait, découvrons des moyens d'échapper à ce cycle de désir, d'aversion et finalement, de trouver cette liberté tant recherchée. Reste ici, car je suis sûr que ce voyage nous apportera des idées précieuses. Et bien sûr, j'aimerais beaucoup entendre ce que tu en penses. Partage tes idées dans les commentaires et construisons cette conversation ensemble. Prêt pour cette réflexion? Allons-y. Ces cycles incessants de désir, d'aversion, d'amour, de haine, de préférence et de mécontentement nous maintiennent dans un état constant d'appréhension, nous rendant vulnérables à la manipulation à travers des sentiments tels que la honte, la culpabilité et les manigances d'entités externes, telles que de grandes corporations, des partis politiques et des sectes, cherchant toutes quelque chose de nous. De cette manière, nous permettons au monde de nous gouverner, nous offrant des incitations comme des carottes devant un âne, et la grande majorité d'entre nous suit docilement cette trajectoire depuis la naissance jusqu'à la mort, ressemblant beaucoup à du bétail. Cependant, et si nous décidions de refuser la carotte? Et si nous choisissions d'échapper à ce système? L'ancienne philosophie stoïcienne se concentre sur la quête de la liberté par rapport aux caprices de notre environnement. Il est crucial de noter que atteindre cette liberté n'implique pas de détruire ce qui nous entoure. Le monde extérieur n'est pas coupable, l'univers suit son cours, et bien que nous ayons une certaine influence, nous n'avons pas un contrôle total sur lui. Le monde extérieur, avec ses conditions inévitables comme le soleil, la pluie et le vent, qui affectent les cultures d'un agriculteur, s'impose à nous. Ces conditions ne constituent pas le système, c'est notre soumission à elles qui pose problème. Alors, pourquoi nous laissons-nous si facilement emporter par les vagues du destin? Pourquoi même les plus petits malheurs et coups de chance parviennent-ils à manipuler nos émotions comme des marionnettistes? Épictète, un philosophe stoïcien, éclaire cette question, et les gens sont troublés non par les choses, mais par les principes et les conceptions qu'ils forment sur les choses. Par exemple, la mort n'est pas intrinsèquement terrible, comme Socrate nous l'a montré, l'horreur réside dans notre perception de la mort comme quelque chose de terrible. Ainsi, lorsque nous faisons face à des obstacles, des perturbations ou des tristesses, nous devons les attribuer non aux autres, mais à nous-mêmes, à nos propres principes. Le système continue à opérer pendant que nous nous y livrons. Plus nous associons la tragédie et la fortune à ce qui est naturel et au-delà de notre contrôle, plus notre état émotionnel est déterminé par le hasard. Heureusement, le stoïcisme nous offre une sagesse inestimable pour nous libérer de ce système. Voici 7 principes stoïciens qui peuvent nous guider dans le remplacement d'un mode de vie hautement vulnérable, erratique et tumultueux par une existence pacifique et libérée. Avant de plonger, assurez-vous de vous abonner, et comme toujours, ne vous laissez pas affaiblir. Premièrement, maintenir le moral, indépendamment des circonstances. Combien de fois perdons-nous du temps en attendant des résultats favorables et craignant l'arrivée d'événements malheureux? Combien d'heures passons-nous en larmes parce que l'avenir s'est déroulé différemment de ce que nous avions imaginé? L'humanité est devenue habile à composer avec le destin et, par conséquent, à supporter la douleur inévitable qu'il apporte. Notre résistance à l'incertitude est devenue une industrie lucrative et notre appréhension de l'adversité offre des opportunités d'exploitation. Beaucoup tentent de nous vendre des promesses pour l'avenir, offrant des illusions de sécurité, de protection pour nous et nos proches, et des garanties pour éviter des expériences désagréables. En tant que captifs de nos préférences et aversions, nous essayons de tromper le destin en manipulant notre environnement pour éloigner le malheur. Cependant, nous ne pouvons pas verrouiller toutes les portes de la vaste demeure de la vie, ni patrouiller toutes les rues et ruelles de la réalité. Malgré nos investissements en temps, efforts et argent dans des mesures de protection, le destin prévaut toujours. Ainsi, la véritable évasion du système réside dans l'acceptation de ce qui vient, au lieu de payer un prix élevé pour résister totalement à l'inévitable. En adoptant cette perspective, il est moins probable que nous permettions aux autres de capitaliser sur nos craintes et nous éprouverons moins de perturbations lorsque l'adversité frappera. Sénèque a exprimé de manière éloquente « Pourquoi, alors, devrions-nous être en colère? Pourquoi devrions-nous pleurer?
Nous sommes préparés à notre destin. Laissez la nature traiter comme elle le souhaite ses propres corps. Soyons joyeux, quoi qu'il arrive, et réfléchissons fermement que rien de ce qui nous appartient ne périt. En second lieu, il est crucial de renoncer aux possessions matérielles. Dans la course sociale contemporaine, de nombreuses personnes investissent de longues heures dans des emplois qu'elles détestent et font face à des horaires frénétiques poussés par la recherche incessante de la richesse matérielle. La société nous a conditionnés à croire que le bonheur est conditionné par des facteurs externes tels qu'un revenu spécifique, un statut social, un cercle spécifique d'amis ou une résidence dans des quartiers suburbains. Sans de telles réalisations, on nous fait croire que le bonheur est inatteignable. Cependant, remettre en question la validité de ces quêtes nous conduit sur le terrain où le destin et la chance exercent leur domination. Participer activement à cette quête revient à mener une bataille contre des forces que nous ne pouvons jamais vraiment vaincre. Dans une correspondance adressée à Lucilius, intitulée Sur les vraies et fausses richesses, Sénèque s'interroge sur la valeur de ces biens matériels, des chaises dorées incrustées de diamants, des bijoux et autres. Fournissent-ils réellement le bonheur, ou ne sont-ils que des moyens d'exhiber l'apparence externe d'une vie esthétiquement agréable? Sénèque soutient que notre bonheur ne doit pas dépendre de facteurs externes, que ce soit la richesse représentée par l'or et l'argent, ou même des besoins fondamentaux comme l'eau et la nourriture. Cette approche nous libère des circonstances externes, aussi mondaines soient-elles. Il souligne que la véritable liberté est atteinte non par ceux légèrement touchés par la chance, mais par ceux qui ne sont soumis à aucun contrôle externe. Faisant référence aux enseignements de son mentor Accius, Sénèque souligne qu'en adoptant ces idées, nous n'avons pas seulement l'air d'être heureux, mais nous trouvons effectivement la satisfaction en nous-mêmes, nous détachant de la quête de validation externe. En troisième lieu, se détacher des attachements intenses envers les individus. Mettre de côté des émotions humaines profondes à l'égard des gens peut avoir des conséquences profondes et souvent préjudiciables. Ces émotions peuvent nous amener à un point où la peur de perdre la personne à laquelle nous sommes liés commence à dicter nos vies, nous poussant à prendre des mesures désespérées pour éviter la séparation inévitable. Un exemple illustratif peut être trouvé dans la relation entre Roméo et Juliette, de l'œuvre de William Shakespeare, qui met en évidence les dangers de l'attachement malsain, montrant comment il peut attirer des tragédies et entraîner des conséquences dévastatrices. Le destin tragique de Roméo et Juliette sert d'avertissement, soulignant les ramifications de permettre à l'amour de devenir une obsession. La peur de se perdre mutuellement les a conduits sur un chemin sombre, tandis qu'il essayait d'éviter exactement ce qu'ils craignaient le plus. Cet attachement basé sur la peur a finalement obscurci leur jugement et les a rendus susceptibles de décisions impulsives. Cette histoire met en lumière l'importance de la liberté intérieure et de la conscience de soi. Si Roméo et Juliette s'étaient concentrés sur la croissance personnelle, la maîtrise de soi et le développement de la force intérieure, ils auraient pu résister aux tentations qui les ont menés à la tragédie. Au lieu de cela, ils ont permis que des circonstances externes et leur attachement l'un à l'autre dictent leurs actions, aboutissant à leur conclusion fatale. En cinquième lieu, émerge la nécessité de cultiver l'empathie. Dans un monde de plus en plus rapide, où les interactions se limitent souvent à des transactions rapides et superficielles, la capacité de se mettre à la place de l'autre est souvent négligée. L'empathie, cependant, est une qualité essentielle qui nous connecte de manière plus profonde avec notre propre humanité et celle des autres. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous jugeons rapidement sans tenir compte des expériences et perspectives des autres? L'empathie nous défie d'aller au-delà de nos propres expériences et de comprendre les complexités qui façonnent la vie des autres. En développant l'empathie, nous construisons des ponts de compréhension et de solidarité, favorisant un monde plus collaboratif et compatissant. Un exemple illustratif de l'importance de l'empathie peut être trouvé dans les interactions quotidiennes, comme sur le lieu de travail. Comprendre les pressions et les défis auxquels sont confrontés les collègues peut transformer un environnement compétitif en un espace collaboratif. En reconnaissant les expériences des autres, nous construisons des relations plus fortes et cultivons un environnement qui valorise la diversité des perspectives. Par conséquent, en explorant le cinquième élément de ce chemin d'autotransformation, nous invitons à la réflexion sur la manière dont l'empathie peut jouer un rôle crucial dans nos vies et dans la construction d'une société plus connectée et compréhensive. Comment, chers lecteurs, percevez-vous le rôle de l'empathie dans vos interactions quotidiennes? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la pratique de l'empathie peut avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure? En sixième lieu, nous sommes confrontés à l'art de faire face aux provocations et aux insultes. Dans un contexte où nos réactions instinctives penchent souvent vers la colère et l'hostilité, nous sommes confrontés à repenser comment nous accordons du pouvoir aux autres. Souvent, cette dynamique nous rend misérables, permettant aux actions des autres d'affecter directement le cours de notre propre bonheur. Les individus émanant de traits désagréables tels que la malice, la toxicité, le narcissisme ou faisant face à des défis de santé mentale deviennent comme une pluie persistante menaçant de nous immerger dans la négativité et de nous causer de la souffrance. Cependant, dans ce labyrinthe émotionnel, nous avons un choix d'une importance capitale, une révélation profonde que Viktor Frankl a observée avec tant de perspicacité, d'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace.
Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Si nous choisissons de répondre à ces individus avec colère, peur ou hostilité, nous remettons essentiellement la clé de notre bien-être émotionnel entre des mains étrangères. Cependant, choisir l'indifférence est un bouclier qui empêche ces influences de s'infiltrer dans nos cœurs et nos esprits, ne polluant que l'espace autour de nous. En faisant ce choix conscient, nous sauvegardons non seulement notre liberté, mais préservons également la tranquillité intérieure, un oasis inviolable face aux tempêtes extérieures. À mon sens, ce pouvoir de choix représente non seulement une résistance face aux adversités émotionnelles, mais aussi une affirmation de notre autonomie et authenticité. C'est la déclaration silencieuse que nous sommes les gardiens incontestés de notre paix intérieure. En incorporant cette perspective, nous neutralisons non seulement les effets néfastes des paroles et des actions des autres, mais nous nous envolons également vers une véritable liberté émotionnelle. C'est une invitation pour chacun de nous à explorer cet espace entre le stimulus et la réponse, façonnant notre croissance et nourrissant notre liberté. Comment, chers lecteurs, abordez-vous ce pouvoir de choix dans votre propre parcours émotionnel? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la pratique cohérente de ce principe peut transformer fondamentalement votre manière de faire face aux défis interpersonnels? Partagez vos idées pendant que nous réfléchissons ensemble sur ce 6e pilier de l'autotransformation. En 7e lieu, adopter une attitude d'acceptation face à la mortalité se révèle être un voyage intérieur profond et transformateur. Beaucoup croient que la crainte primordiale qui imprègne nos vies est la peur de la mort, un sentiment parallèle à la crainte de la douleur. L'influence de la peur de la mort s'étend de manière notable sur nos choix et expériences quotidiennes. Les philosophes stoïciens argumentent de manière percutante que la vraie substance de la vie réside dans la vertu et non nécessairement dans sa durée temporelle. Bien que la longueur de nos vies échappe à notre contrôle, la qualité de la façon dont nous vivons est intrinsèquement liée à nos décisions conscientes. Affronter la peur de la mort devient un voyage vital, nous incitant à transcender la simple existence axée sur son évitement. La recherche d'une vie pleine et significative est souvent éclipsée par la crainte de la fin, nous conduisant à une existence de précautions excessives et à une quête effrénée de sécurité. Nous devenons ainsi des moutons anxieux, suivant tout guide promettant un refuge sûr, sans risquer l'incertitude du chemin. Cependant, aucun leader, aussi convaincant soit-il, ne peut nous préserver des inévitabilités inhérentes à la vie, le déclin personnel et la réintégration de nos corps dans la nature. La peur de la mort, outre son caractère futile, peut se transformer en une barrière nous empêchant d'embrasser le courage et la vertu. Dans les paroles de Marc Aurèle, la mort est aussi naturelle que la croissance, la maturité ou l'apparition des premiers cheveux gris. Tout comme nous anticipons avec acceptation la naissance d'un enfant, les philosophes stoïciens nous encouragent à considérer la mort comme un événement inévitable, à être reconnu non pas avec froideur, anxiété ou mépris, mais avec la même naturalité avec laquelle nous accueillons l'arrivée d'une nouvelle vie. Dans cette perspective, l'acceptation de la mortalité n'est pas une renonciation à la vie, mais une invitation à la vivre de manière authentique et intrépide. En 8e lieu, je vous invite à explorer la profonde dimension de la gratitude dans notre voyage d'autotransformation. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont la pratique constante de la gratitude peut influencer positivement notre perspective de la vie et notre bien-être émotionnel? Les philosophes stoïciens soulignent l'importance de reconnaître et de valoriser les bénédictions présentes dans nos vies, indépendamment des circonstances. La gratitude n'est pas simplement une reconnaissance superficielle d'événements positifs, mais une attitude profonde qui imprègne notre relation avec le monde. En cultivant la gratitude, nous développons une mentalité qui transcende les adversités, trouvant du sens et de l'apprentissage même dans les expériences difficiles. Comment pratiquez-vous la gratitude dans votre vie quotidienne? Avez-vous déjà envisagé comment l'adoption de cette perspective pourrait influencer votre mentalité et vos relations interpersonnelles? Si vous avez apprécié ces stratégies stoïciennes pour vous libérer de la compétition sociale, veuillez apprécier cette vidéo, laisser un commentaire partageant vos réflexions et vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de contenu précieux sur le développement personnel et la philosophie. Votre soutien nous motive à continuer à partager des connaissances qui peuvent contribuer à une vie plus épanouissante. Ne manquez pas l'occasion d'améliorer le contrôle de vos émotions. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous dès maintenant. Nous vous remercions de votre soutien.